Campagne électorale toujours au cœur de l'actualité avec bien évidemment beaucoup de support de Félix Tshisekedi reçu cette semaine. Pas plus qu'avant-hier, nous avons reçu ici la conseillère en matière d'environnement qui a ramené beaucoup d'argent, de COP. Aujourd'hui, nous allons changer de camp pour recevoir celui qui soutient Moïse Katumbi. Il était lui-même candidat président, il s'est rallié à Katumbi, ils ont même fait d'ailleurs campagne ensemble, histoire de faire le point sur ce qui se passe réellement dans ce camp. On parle des duos maintenant, Katumbi-Matata, avec bien évidemment beaucoup d'assurance et beaucoup de foule qui se déplace pour eux. Comment se préparent ces dernier virage de campagne, parce qu'effectivement, la Cour constitutionnelle vient de confirmer qu'il y aura effectivement élection le 20. La CENI aussi, avec tout de même des couacs. Des couacs, c'est si vous n'avez pas votre carte, vous allez quand même payer, enfin, vous allez quand même voter, si vous voulez dire. Et surtout, la CENI va apprécier sur place comment tout ceci va s'articuler. Notre invité, Seth Kikouni. Bienvenue. Merci. Vous êtes candidat président de la République qui s'est rallié à Moïse Katumbi. Vous avez été d'ailleurs candidat la fois dernière. Ça veut dire que vous avez une culture de candidature à la présidentielle. Président du parti Piste pour l'émergence. Vous êtes enseignant à l'université. Vous avez enseigné en Turquie, à Galatasaray, et puis en Afrique du Sud, à Pretoria. Mais ici, nous parlons élection. Comment ça va d'abord ? Oui, ça va, satisfait de notre performance, ça va. Votre performance ? Oui, pendant la campagne, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, malgré les difficultés, les obstacles rencontrés sur terrain, malgré la mauvaise qualité du débat. Imposé. Mais oui. Mais c'est vous qui fouillez les débats. Non, mais la partie adverse. Mais le débat, ça s'est fait aussi dans les meetings. Mais vous fouillez les débats. Nous ne fouillons pas les débats. Katumbi n'est pas venu au débat. Il vient d'accorder une interview à RFI. Il ne s'est pas présenté au CESAC. Mais Katumbi communique avec la population pendant les meetings. Katumbi communie avec cette population-là. Katumbi marche à pied avec cette population-là. Qui ne marche pas à pied? Tshisekedi aussi Tshisekedi ne marche pas à pied. Pourquoi? Il marche à quoi? Il utilise une voiture où il atterrit directement sur le lieu du meeting. Depuis que la campagne a commencé, nous n'avons fait que marcher. Le minimum que nous avons fait, c'est 8 km. Non. À Kinshasa, nous avons battu ces records-là qui étaient de 16 km de l'aéroport de Ndjili à la place Sainte-Thérèse, suivi de Kalemi, où on a fait 15 km à pied. Mais pour les autres territoires, c'est minimum. Marcher à pied, ça veut dire quoi? Bon, déjà, c'est une façon pour nous de communier avec la population. C'est une façon pour nous de montrer à cette population-là que nous sommes bien préparés à le servir. Parce que, vous savez, pour bien servir l'État, il faut aussi avoir une santé physique. Nous sommes en forme, voilà. Et, pourquoi vous pensez que Thierry n'est pas en forme, il ne marche pas? Quelqu'un qui fait la campagne partout, d'avion en avion, de ville en ville, il affronte le foule, etc. Il ne fait pas la campagne partout parce qu'il a été incapable d'aller à Mahagi. Nous avons été à Mahagi, malgré toutes les difficultés. Il est à Kikwit, là. Voilà, il est à Kikwit. C'est à peine qu'il est allé à Mahagi. Vous n'avez pas été à Kananga non plus, ni à Chikapa, ni à Mbujimaï. Je vais revenir sur Kananga et Mbujimaï. On va en parler. Mais j'aimerais bien, parce que j'ai reçu beaucoup de questions concernant les camps Katumbi. Vous concernant vous d'abord. On va d'abord prendre connaissance de votre portrait. Et puis on va y aller, parce que... Ok. Seth Kikouni, c'est l'homme qui voulait vendre la TNC. Vous êtes dans la provocation, vous. C'est l'homme qui voulait privatiser la RTNC, voilà. Voici donc l'invité du jour.
quand on cite Sepp Koukouni, on a l'impression que c'est un jeune homme, éternel jeune homme, ambitieux, mais qui ne rêve que de la présidence de la République. J'assume, c'est une ambition, une très belle ambition, et je me bats pour cela. Mais vous avez tenté en 2018, quelques jours après, aucun résultat qui tient la route. Ensuite, là, vous avez tenté, quelques temps après, vous jetez l'éponge pour Moïse Katumbi. En réalité, vous dépensez l'argent pour rien. Non, pas du tout, parce qu'en 2018, c'était pour moi une découverte de la scène politique. Et je suis entré dans cette scène-là dans un contexte qui n'était pas favorable pour le nouveau politicien que j'étais. Les élections n'étaient pas bien organisées. Alors, j'avais décidé à cette époque-là d'être plutôt observateur qu'acteur pendant les élections. C'est pour cette raison-là que je n'avais pas battu campagne, encore moins désisté pour un candidat. Il était question d'apprendre, de découvrir la scène politique et les acteurs. Mais après, nous avons investi, beaucoup investi en nous-mêmes d'abord, dans notre parti. C'est pourquoi je suis là devant vous. Je crois que j'ai beaucoup évolué sur le plan politique. Je suis convaincu que la popularité, par exemple, n'est pas une donnée constante, c'est une variable évolutive. Et aujourd'hui, le Sepp Koukouni de 2023 n'est pas le Sepp Koukouni de 2018. C'est-à-dire, ça vaut combien Sepp Koukouni? Ça vaut beaucoup pour... c'est quoi la base? C'est quoi? Non, mais sur papier, ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai fait équipe avec l'homme ou encore le politicien le plus populaire de la République démocratique du Congo. Qui? Lequel? Moïse Katumbi, qui sera bientôt, bien sûr, je suis son allié, qui sera bientôt le président de la République démocratique du Congo. Quelle assurance! Mais j'étais avec lui dans presque tous les territoires ou toutes les provinces où nous avons battu campagne. J'ai vu l'engouement, j'ai vu l'amour que la population porte envers sa personne, j'ai vu sa détermination et puis j'ai vu le travail abattu. Donc nous avons fait de notre mieux pour remporter ces élections, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Il sera président de la République, il ne faut plus se faire des doutes là-dessus. Pourquoi? Pourquoi? Comment pourquoi? Nous sommes en campagne. Mais il y a Félix Tshisekedi qui fait aussi, comme vous, le tour du Congo, qui draine les masses, qui est président en exercice, qui a les grosses légumes, comme on dit, les grosses pointures. Jean-Pierre Bemba, il a Bahati, il a Kamere, il a Mbosso. Vous avez qui? J'ai essayé de dire que la popularité, ça se constate dans les urnes. Ce n'est pas une spéculation. Aujourd'hui, les Jean-Pierre Bemba, que vous considérez comme grosse pointure, oui, Paulo. Il a été, en 2006, challenger principal de Joseph Kabila. Non, en 2006, il a été challenger principal de Kabila. Oui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est en train de battre campagne pour Félix Tshisekedi sous la supervision d'Augustin Kabou et de Jacquemain Chabani. Ce n'est plus la même personne. Mais c'est la vérité, non? Mais c'est la vérité. Quand vous avez égratigné pour votre affaire des passeports ici, vous êtes monté au créneau pour dire qu'il a eu peur de votre passage à Guémena, qu'il c'est un ancien rebelle, etc. Mais est-ce qu'on peut vous mettre sur la même balance avec Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba? La popularité n'est pas une donnée constante, M. Jean-Marie. C'est une variable évolutive. Ça change. Et Jean-Pierre Bemba de 2006 n'est pas le Jean-Pierre Bemba de 2023. On voit Félix Tshisekedi dans différentes provinces. Oui. Les images sont là. Oui. On voit comment il s'est fait huer par la masse. Est-ce que vous avez... Mais partout. En Mbandaka, il s'est fait huer. Dans plusieurs autres provinces, il s'est fait huer. Est-ce que vous avez une image de Moïse Katumbi en plein meeting en train de se faire huer? Oui, Amanda. Non, Moïse Katumbi ne s'est pas fait huer. Moïse Katumbi s'est fait attaquer par les partisans du MLC de l'UDPS. Il ne s'est jamais fait huer. Moïse Katumbi est aimé.
C'est pourquoi je vous dis qu'il sera le président de la République démocratique du Congo. Il faut aussi voir les efforts fournis par les candidats Moïse Katumbi. Il est le seul candidat qui, à l'est, dans l'espace swahiliphone, parle swahili. Et lorsqu'il vient dans la partie ouest... Il parle lingala approximatif. Hein? Mais ce n'est pas un problème. Il pouvait aussi s'exprimer en français, en swahili et prendre un traducteur comme les autres le font. Est-ce qu'il le fait? Il s'efforce à parler lingala. C'est un effort qu'il faut louer. Mais tu sais qu'il parle lingala? Mais Tshisekedi ne fournit pas d'effort de parler une autre langue dans l'est du pays. Moïse Katumbi connaît bien ses limites en lingala. C'est une langue qu'il a appris à travers les joueurs de tout-puissant Mazembe. Mais il fournit quand même cet effort-là. Il fournit quand même cet effort-là de parler lingala quand il est dans la partie parce qu'il n'est pas de la culture swahili, Tshisekedi. Non, ici je parle de l'effort. Je parle de l'effort. C'est le plus important. Il essaye de communier en toute sincérité avec cette population-là. Et le plus important, il marche à pied pour mieux comprendre cette population-là. C'est le plus important. J'aimerais qu'on regarde, parce qu'on dit que vous trafiquez beaucoup les images. Là, vous dites que vous êtes populaire, etc. Si vous allez me dire si c'est des vraies images ou pas. Donnez-moi l'étape de Kolwezi, parce que les débats en ce moment, c'est Kolwezi. Hein? Bon, ça, c'est Kolwezi. Qu'est-ce qui s'est passé à Kolwezi? Kolwezi, c'est une réponse à la blague de Mbujimaï. Parce que quand Tshisekedi est parti à Mbujimaï, oui, c'est la première fois où on a vraiment vu une très grande foule venir naturellement. Oui. Et Kolwezi, c'est le triple, peut-être 4 fois Mbujimaï. À Kolwezi, nous avons tout simplement montré que notre candidat, après tous les plans dans toute la République, il était aussi aimé dans son fief naturel qui est le Grand Katanga. Nous ne trafiquons jamais les images. Pourquoi? Parce que le problème est que nous, en tant que groupe, nous ne parlons que de nous. On ne parle pas de Tshisekedi. On a vu à Sainte-Thérèse ici, vous n'avez parlé que de Tshisekedi, le Kouta Mounene et tout ça, c'est vous, hein? Non, mais nous critiquons le bilan de Félix Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Pour que Moïse Katumbi devienne président, Tshisekedi doit s'élever de son fauteuil pour qu'il puisse occuper ce fauteuil-là. C'est tout à fait normal qu'on puisse critiquer son bilan. Mais il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas d'insulte. Nous critiquons le bilan de Tshisekedi. Monsieur, quand vous dites qu'ils sont venus sans $110 en poche, ça c'est la critique ou c'est l'insulte? Non, mais ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Quand vous dites ils étaient pris en charge par les femmes, ça vous pensez que c'est facile? Mais nous partons de ses propres déclarations. Parce que Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo, Delis Sangaset Kikouni, oui, nous sommes tout simplement convaincus que la scène politique doit être cet espace-là qui réunit les meilleurs de la société. Félix Tshisekedi, avant de devenir président de la République, n'était pas l'un des meilleurs de notre société. Il était chômeur. Pourquoi? Il était chômeur, il vivait du salaire de sa femme. Il travaillait à Bruxelles, il avait une société à Bruxelles. Mais ce qu'il faisait comme travail, il ne pouvait pas le qualifier être président de la République. C'est quand même une très haute fonction. On parle de meilleurs de la société. On ne parle pas de n'importe qui. La magistrature suprême, c'est quand même une fonction assez importante pour le confier entre les mains d'un ancien livreur de pizza. Vous le savez, je le sais, ça tous les Congolais le savent. C'est trop facile ça, hein? Mais avoir une société de livraison, c'est pas veut dire que lui-même il livrait des pizzas. Il n'avait pas une société de livraison. Il travaillait selon ses collaborateurs. Il a comme la Poste de Bruxelles. Il n'y a pas de problème, mais parlons maintenant des résultats. Ok. On dit déjà qu'il n'était pas l'un des meilleurs de la société. Qu'est-ce qu'il a produit comme résultat en tant que président de la République? Alors, vous ignorez, M. Kikouni, avec votre groupe, là, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de maternité, 145 territoires, les infrastructures, les sites financiers qui est là. C'est vous qui l'avez fait? Partout où nous sommes passés, nous avons posé à la population la question de savoir si la gratuité de l'enseignement existe. La réponse était négative. Partout où nous sommes passés, nous avons posé à la population si la gratuité de la maternité existe. La réponse était négative. Partout où nous sommes passés, nous avons posé la question de savoir si Félix Tshisekedi avait construit des routes. La réponse était négative. Tenez, au Sankourou, il n'existe pas de route depuis 1960. Un Sankourois né et grandi au Sankourou, on n'a jamais vu de goudron depuis sa naissance. Mais j'ai reçu Lambert Mende ici qui m'a parlé des 30 km déjà de routes qui sont faites. J'étais au Sankourou, je n'ai pas vu de goudron. Parce que je crois que la vitrine d'une ville, d'une province, c'est l'aéroport. Déjà, si à l'aéroport,
Il n'y a pas de goudron. Vous ne pouvez pas convaincre les gens qu'au fin fond du Sankourou, il y a le goudron. Parce que c'est à l'aéroport que ça commence. Mais c'est Koukouni, au-delà des foules comme ça, vous traînez quand même des problèmes. Vous êtes candidat de l'étranger. Vous êtes en connivence avec les étrangers, là, les Kagame, Mo Ibrahim et tout ça. Ensuite, vous menacez de vendre ce pays. Les Congolais doivent se méfier de tout ça. C'est un discours... Et à juste titre. Bon, c'est un discours qui nous donne la chair de poule. Hein. C'est dangereux comme discours. Pour nous autres qui avons enseigné à l'université, qui avons fait des longues recherches sur les questions liées aux identités, au nationalisme, je pense que le président de la République et ses alliés ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Nous avons l'impression d'avoir en face de nous des enfants qui jouent avec des grenades. Et à tout moment, ça peut exploser. Parce que comprenez, vous ne pouvez pas tenir un discours sur les identités dans un pays où les sentiments nationaux n'existent pas. Mais si vous êtes manipulé, financé de l'étranger, on ne doit pas dénoncer ça? Non, parlons d'abord du discours, ou encore des discours. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez en province, où les sentiments nationaux n'existent pas. Vous dites à ces gens-là, méfiez-vous des candidats de l'étranger. D'abord, vous parlez d'un président de la République, validé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Déjà, faire ces débats-là, c'est très ridicule. Deuxième chose, vous parlez français ou lingala, vous qualifiez cette personne-là de candidat de l'étranger, mais lorsque vous traduisez étranger dans nos langues, qu'est-ce que ça donne? Quand vous dites à un Sankourois que voilà tel est candidat de l'étranger, en lingala, qu'est-ce que vous dites? Mopaya. Azali Mopaya. Oui. Mais qui est Mopaya pour un Sankourois? Mopaya pour un Sankourois, ce n'est pas un Congolais de Brazzaville. Mopaya pour un Sankourois, ce n'est pas un Angolais. C'est un blanc? Mopaya pour un Sankourois, ça peut être quelqu'un du Nord Kivu. Oui. Pourquoi? Parce que pour que le sentiment national existe, il faut que les infrastructures de base existent, les routes. Quelqu'un qui est au Sankourou n'a qu'un seul moyen pour quitter son Sankourou natal. Il doit prendre un avion. Cela veut dire qu'il ne connaît pas quelqu'un du Nord Kivu. Mais Mendadi, si alors, vous ne tenez pas compte des travaux lancés. On est en train de quitter Sankourou pour relier avec les Kassai, Chikapa et tout ça pour venir dans les bandes d'Odyssée. Nous n'avons personnellement rien vu. Nous n'avons rien vu. Merci. Nous n'avons pas ces routes. Tout faire en la seule chose que nous avons vue qui était partout, oui, c'est des grands panneaux. Là où on a mis la photo du président de la République, on a écrit 145 territoires. C'est le seul accomplissement. Sur terrain, nous n'avons rien vu. Déjà, quand on parle d'un président de la République, on ne peut pas présenter comme bilan un bâtiment de 2 classes, de 2 pièces qu'on présente comme bilan. Non, quand on parle d'un président de la République, il faut qu'on parle de la création d'emplois, qu'on parle de 5 millions d'emplois, qu'on parle, je ne sais pas moi, de 2000 km de routes. Mais nous sommes en train de parler de Tshisekedi qui a construit moins de 300 km de routes en 5 ans. Nous parlons d'un Félix Tshisekedi qui est incapable de finir la guerre à l'est du pays. Nous avons des territoires occupés jusqu'à ces jours. Il n'a pas commencé, mais il a trouvé la République démocratique du Congo avec ses 2 345 000 km². Aujourd'hui, nous irons aux élections sans le Rutshuru, sans les Massissi. Qui faut-il blâmer dans tout ça? Moi, je me rappelle à Goma, lorsque Christian Lusakwe, votre collègue, et Marlène Bouéa lui ont posé la question de savoir c'est quoi son projet pour finir la guerre à l'Est. Il avait dit, il avait des lunettes fumées, bon, peut-être qu'il avait pris quelque chose. Il avait dit, non, les images existent. Félix Tshisekedi dit exactement ceci. Il me semble que vous êtes beaucoup plus sévère envers moi que vous ne l'étiez avec mon prédécesseur Joseph Kabila sur cette question de l'Est. Mais pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi... Il avait tort, parce que c'est quoi le jeu démocratique? On remplace un président par un autre lorsqu'on estime que ce président-là, celui qui l'a précédé, n'était pas en mesure de résoudre nos problèmes. Mais lorsque la situation est plus complexe... Alors, lorsque la situation est plus complexe... Est-ce que vous êtes d'avis que Tshisekedi a renforcé l'armée nationale, qu'il a équipé, on a des unités formées?
Nous On a un étions... budget, aujourd'hui on a la loi de programmation militaire, 1 milliard de dollars. Nous étions, lorsque nous sommes partis à Beni, Butembo, nous avons vu les militaires qui sont au front, qui se battent pour protéger nos frontières. Si vous voyez là où ils habitent, vous allez avoir des larmes aux yeux. Les images sont là, envoyez vos équipes. Ils habitent dans des tentes avec leur famille, là où il n'y a même pas de toilettes. Comment voulez-vous que ces militaires-là puissent gagner la guerre? Lorsqu'ils parlent de cette loi-là de la programmation militaire ou encore de l'amélioration des conditions... Le ministre Kazadi est à votre place, là. Il a dit que jamais les FARDC n'ont eu autant de moyens que nous. Jamais on a acheté autant d'armes. Jamais on a acheté des drones. Jamais, jamais. Ce sont des histoires, c'est comme le budget national. Quels sont les résultats? Si vous avez plus de moyens pour l'armée, cela veut aussi dire automatiquement, c'est la logique, hein, c'est une déduction simple. Bon. On devrait avoir beaucoup plus de résultats à l'Est. Il a trouvé la République démocratique du Congo avec ses 2 345 000 km². Aujourd'hui, les Rutshuru et les Massissi sont occupés. Alors, si on a plus de moyens, comment est-ce que nous sommes et pourquoi est-ce que nous sommes incapables de bouter les M23 dehors? Dites-moi, quand on écoute Matata Pogno, c'est on va faire une grande économie, on va structurer, etc. Quand on écoute ces sangas, on va faire des réformes, etc. Mais c'est quoi votre programme finalement avec Katumbi? Vous voulez faire quoi? Déjà, la particularité de notre groupe est que... Et va faire quoi aussi? Parce que les autres ne font que présenter l'expertise et tout ça. Vous dénigrez, vous critiquez Tshisekedi, mais vous allez faire quoi? Déjà, nous sommes à 5. Tous les candidats qui sont alliés à Moïse Katumbi avaient, avant de se rallier à Moïse Katumbi, présenté leur projet de société. Donc c'est un groupe très riche en projets. Matata Pogno avait présenté son projet Renouer avec notre destin de grandeur. Delis Sang avait présenté son projet La refondation de la RDC. J'avais présenté mon projet La Nouvelle Donne. Et Ensemble pour la République aussi avait présenté son projet de société. Avant chaque meeting, nous étions ensemble, nous continuons à travailler à travers WhatsApp et en présentiel quand nous étions ensemble. Nous continuons à harmoniser ce programme-là parce que tout ce que Moïse Katumbi dit pendant les meetings, mais c'est cela le projet. Le plus grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est celui des infrastructures de base. On doit relier la République démocratique du Congo du nord au sud, de l'ouest à l'est. En 5 ans. Nous allons commencer et nous allons accomplir cela à plus de 50%. Mais Tshisekedi a commencé déjà? Tshisekedi n'a rien fait. On n'a pas vu le route. Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous savez que nous avons frôlé la mort à Mwenga? Avec quoi? Mais on a presque fait un accident avec notre avion. Ah, vous avez sorti de la piste? Nous sommes sortis de la piste. Heureusement que le pilote, c'était un très bon pilote. Expérimenté. Il a tourné l'avion à 360 degrés. C'est comme ça que nous sommes arrêtés. Et pour ne pas perturber le moral des électeurs, nous avons récupéré toutes les images, nous avons effacé parce que nous devons continuer la campagne. Il pleuvait. On allait tous mourir. Mais il n'y a pas de piste à Mwenga. Dans le territoire légal, il n'y a pas de piste d'avion. Il n'y a pas de piste. Vous voulez qu'il transforme le Congo en 5 ans, quoi, en New York, en Allemagne, en quoi? Mais Tshisekedi a transformé sa propre vie. Nous l'avons vu à Kananga embrasser des enfants qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas à manger, avec une montre de 200 000 € sur la main. Est-ce que Tshisekedi avait la capacité? Je connais la marque de cette montre-là. Ça coûte 200 000 €. C'est comme ça qu'il a embrassé ces pauvres enfants-là. C'est quand même une situation grave. Tshisekedi, avant de devenir président de la République, il avait la capacité de s'acheter de telles montres. Mais il est président, il a un traitement. Pourquoi vous êtes jaloux de son train de vie? Nous ne sommes pas jaloux. Son travail en tant que président de la République, le travail de son gouvernement, était d'améliorer en priorité les conditions de vie matérielles des Congolais. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui les résultats, les chiffres, vous pouvez constater comme moi qu'il n'y a pas eu cette amélioration-là. Si on parle du dollar aujourd'hui, il a trouvé le dollar à 1400, aujourd'hui il est à 2800. Le pouvoir d'achat s'est détérioré. Aujourd'hui, lorsque vous sortez dans la rue, il n'y a pas de sécurité. Lorsque vous allez au marché, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Vous restez chez vous à la maison dans l'espoir d'avoir la paix. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de nourriture. Vous allez à l'hôpital, vous mourrez. Tout ça, il devait changer en 5 ans. Tout ça.
Il devrait au moins commencer. Il devrait au moins commencer. Maman Yemou, c'est rien. Et l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est son propre bilan. Écoutez, Félix Tshisekedi est dans le cosmétique. Vous avez donné l'exemple du centre financier. Oui. Mais le centre financier... C'est imposant, hein? Mais les centres financiers profitent à qui? Déjà, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez là-bas avec vos caméras, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est encore le chantier, c'est vide. Ils ont placé des vitres pour montrer... Bien sûr, ils ont placé des vitres pour montrer aux gens que c'est un travail fini, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Allez là-bas, vous allez voir. Pourquoi il n'y a pas des aménagements intérieurs? Il n'y a rien du tout, même pas de crépissage. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas fini. Ils veulent seulement montrer à la population qu'ils ont fini quelque chose. Mais c'est un centre financier avec des hôtels 5 étoiles. Ça va profiter à qui? Ça va profiter à Tshisekedi, à sa famille, au ministre. Ça ne va pas profiter au petit peuple. Le petit peuple... Le centre financier, ça veut dire qu'il y a des ministères, il y a la DGI, il y a des gérants, etc. C'est qui n'existait pas avant. Est-ce que les institutions, toutes ces institutions-là que vous venez de citer, ils ont des bâtiments climatisés en plein centre-ville? Est-ce que toutes ces institutions avaient besoin de nouveaux bâtiments pour fonctionner? Pas du tout. Vous ne voulez pas qu'on modernise Kinshasa? On peut moderniser Kinshasa, mais il faut d'abord accorder la priorité aux besoins de la population. La population a besoin des routes, comme je l'ai dit. La population a besoin des entreprises locales. La production locale n'existe pas jusqu'à ce jour. La population a besoin des emplois. Ça n'existe pas. La population a besoin que le gouvernement puisse résoudre ce problème-là de logement, parce que c'est quand même un grand problème en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. Nous avons besoin de relancer notre agriculture. Jusqu'à ces jours, nous continuons, malheureusement, malgré nos 80 millions de terres arables, à importer le maïs, qui est un élément de base. Katumbi a prévu ça. Katumbi a prévu tout ça. Katumbi est un homme extraordinaire. C'est l'un des meilleurs que nous avons. Ah bon? Le meilleur que nous puissions avoir en tant que président dans ce pays. Lorsque vous allez avec lui, nous étions à Kamituga. Il vous montre déjà une route qui n'est pas asphaltée. Il voit des pierres. Il vous dit, pour faire cette route, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Il suffit d'acheter un concasseur. Il y a des concasseurs électriques aujourd'hui qui peuvent aplanir cette route et vous pouvez les bitumer. Vous allez les bitumer avec autant de centimètres. Vous allez interdire le passage de poils. Il vous explique ça pratiquement. Le problème de l'électricité, il vous l'explique. Il vous dit, moi, à Kachobwe, j'utilise l'énergie solaire, ça fait 12 ans maintenant. Tous ces endroits où nous ne serons pas encore en mesure de faire parvenir des câbles du barrage Inga ou des autres barrages hydroélectriques, nous pouvons faire ceci, nous pouvons investir dans l'énergie solaire et résoudre le problème. Il vous explique ça, il a la pratique, il est compétent, il a de l'expérience. Voilà, ça c'est Katumbi au fait. Dites-moi, M. Koukouni, le problème avec vous, c'est que vos alliances un peu dérangent. Hein. Regardez... Vous n'êtes pas capable même de condamner Kagame. Citez son nom seulement, ça vous pèse. Mais... Et puis, le pays de la sous-région, là, on a appris même aujourd'hui, Inanga a présenté son affaire des rébellions là-bas. Et vous avez soutenu d'ailleurs à l'Est quand vous étiez là-bas. Par rapport à cette question, nous avons beaucoup d'attentes. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même grave. D'abord sur le plan diplomatique. On nous a vanté pendant plus de 3 ans l'existence d'une diplomatie agissante. Aujourd'hui, nous avons assisté à la naissance d'un mouvement politico-militaire dans un des États membres de l'EAC. Oui. C'est grave. Oui, le problème. Non, mais c'est très grave. Parce que ces mouvements politico-militaires-là, c'est un mouvement qui se prépare à attaquer la République démocratique du Congo. Alors, oui. Quelles sont nos attentes ? On s'attend d'abord à ce que le président de la République puisse rappeler notre ambassadeur, qui est son beau-frère, John Nyakero. C'est le beau-frère du président de la République. On s'attend à ce que le président de la République puisse expulser l'ambassadeur rwandais. Rwandais? Pardon, Kenyan. Ah bon? Kenyan. Mais les Kenyans travaillent avec nous, hein, c'est un système financier. Non, non, écoutez, un mouvement politico... On a les réseaux bancaires ici, c'est Kenya. Un mouvement politico-militaire vient de voir le jour à Nairobi. Le gouvernement doit réagir. On s'attend à ce que le président de la République puisse identifier le Kenya comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. On s'attend à cela. Mais le Kenya n'est pas le M23 ? Non, mais le mouvement politico-militaire qui a vu le jour aujourd'hui, dans sa déclaration, qu'est-ce que Nanga a dit? Il a dit que je suis avec le M23, je suis avec les mouvements rebelles de l'Ituri, du Nord Kivu.
Il a parlé de quelques regroupements politiques. Alors, si on considère le Rwanda comme pays agresseur qui soutient le M23, donc le Kenya est agresseur aussi. Bien sûr, on doit identifier, le gouvernement doit identifier le Kenya comme pays agresseur. C'est automatique. Le président doit identifier William Ruto, président du Kenya. Mais vous dites que nous, écoutez, vous dites que nous ne citons pas le nom de Kagame parce que Kagame soutient le M23. Aujourd'hui, un mouvement politico-militaire a vu le jour au Kenya. Cela veut dire que William Ruto, qui a autorisé cela, parce que Nanga, à la fin de sa déclaration, il a remercié en direct des chaînes kenyanes, le président kenyan, le gouvernement kenyan. Donc Félix Tshisekedi doit aussi identifier William Ruto comme agresseur de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas fini, pardon. Oui, allez-y. Oui. Le président de la République doit même aller plus loin. Il doit suspendre les activités des entreprises kenyanes qui opèrent en République démocratique du Congo. Il y a des banques kenyanes en République démocratique du Congo. Il y a la compagnie d'aviation kenyane qui vient en République démocratique du Congo. Jusque-là, le président n'a pas encore réagi. Vous parlez de Kagame, mais est-ce que le gouvernement a réagi par rapport à ce qui s'est passé là-bas? Écoutez, Félix Tshisekedi... Vous n'y êtes pour rien. Nanga, vous avez soutenu, hein? Nanga est un citoyen congolais. Il est libre de s'exprimer comme il veut. Mais quand Nanga fait sa déclaration, est-ce que vous avez vu une déclaration de notre part pour dire que nous acceptons ce soutien-là? Nous ne l'avons pas fait. Mais là, vous faites chanter Tshisekedi maintenant avec les Kenyans. On ne fait pas chanter Tshisekedi. Nous essayons seulement d'expliquer certaines coïncidences qui dérangent. En 2018, il y avait une dynamique à Genève. Oui, avec Kamere. Voilà, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe violent les accords de Genève. Non, ils ont renoncé, c'est pas violé, ils ont renoncé. Ils ont violé ces accords-là. Ils avaient signé, ils ont retiré leur signature, ils ont violé ces accords-là. Ils sont partis à Nairobi, créer le cash, parrainé par Uhuru Kenyatta. Nous sommes en 2018. En 2019, à l'issue des élections très contestées, on voit Félix Tshisekedi prêter serment. Qui vient comme invité? Le seul, Kenyatta. Uhuru Kenyatta. C'est le seul qui était venu ici. En 2019, le M23 a été logé à l'hôtel du Fleuve pendant des mois. Il y a maintenant des photos qui circulent avec presque avec beaucoup de gens de l'Union sacrée. Il y a un vice-président de l'Assemblée qui avait confirmé ça. Voilà. Toujours en 2019, Tshisekedi a fait applaudir Kagame au stade de Martyrs. Mais là, ils étaient en bon terme. Vous ne pouvez pas être en bon terme avec quelqu'un enfin, quand Kagame est venu au stade de Martyrs, mais il voulait était déjà... Écoutez, il voulait calmer la situation de bonne foi. Non mais, écoutez, on dit que Léopold II avait tué 10 millions de Congolais lorsqu'il avait... pendant la colonisation. Lorsque nous entendons cette histoire, ça nous fait la chair de poule. Et aujourd'hui, c'est quoi la narration? On dit que Kagame est auteur de la mort de plus de 10 millions de Congolais. En 2019, affirmatif. Quand on l'applaudissait au stade de Martyrs, il était déjà assassin de plus de 10 millions de Congolais. Est-ce que Tshisekedi n'était pas au courant de ça? C'est quand même une situation assez grave. C'est quand même une situation assez grave. Après, en 2020, qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi, on a vu d'abord William Ruto, qui était vice-président du Kenya, pendant la campagne, dire aux éleveurs kenyans que vous produisez beaucoup de lait, vous produisez beaucoup de choses et vous êtes incapable de les vendre. Il s'était moqué un peu de nous. Il y a un grand marché. Ce n'était pas une moquerie. Il essayait de dire avec intelligence qu'entre le Kenya et Félix Tshisekedi, il y a un accord pouvant permettre au Kenya de faire n'importe quoi en République démocratique du Congo. Non, pas n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, vous êtes vous n'avez pas de marché, il y a un grand marché là-bas. Ils n'ont même pas de vaches. Ils n'ont même pas de vaches. C'est sur le plan diplomatique, c'est comme une insulte. Non, je ne parle pas comme un opposant. William Ruto était vice-président du Kenya. Cela veut dire que tout ce que Uhuru Kenyatta faisait, Ruto était au courant de ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui... Donc les banques, Kenya Airways, tout ça... Après, voilà, ils sont venus, ils ont racheté 2 grandes banques qui aujourd'hui sont kenyanes. Et ils contrôlent, oui, ils contrôlent. Ils ont nommé, tous les réseaux. Ils ont nommé le beau-frère du président de la République comme ambassadeur au Kenya. Et aujourd'hui, on voit Nanga apparaître au Kenya pour tenir ces discours-là. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur peut faire? Cela veut dire que... Non, mais c'est un pays membre de l'EAC. Nous sommes membres de l'EAC. On devrait avoir nos services de renseignement là-bas.
Comment est-ce que Nanga, dans un hôtel 5 étoiles, peut passer en direct et tenir de tels propos? Mais quelle est la part de Tshisekedi dans ça? Si Nanga se déclare, je ne sais pas moi, rebelle, quelle est sa part? Mais qui nous a traîné? Mais d'abord, tout ceci se passe au Kenya, dans les mêmes circonstances que celles de 2018, les mêmes circonstances qui ont créé le cash. Bon, nous soupçonnons que Félix Tshisekedi, c'est lui le complice. Non. Alors, il ne devrait pas. Non, mais. Ils n'ont pas. Lui, il défend les Congos, comment va être complice des gens qui attaquent les Congos? Mais qui nous a traînés dans l'EAC? Il y a quelques jours, Félix Tshisekedi à la RTNC, dans le cadre de l'émission du CESAC, on lui a posé la question s'il regrettait notre intégration dans l'EAC. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne le regrette pas. Aujourd'hui, c'est dans un pays membre de l'EAC qu'un mouvement, je répète, un mouvement politico-militaire a vu le jour dans un pays membre de l'EAC. Mais il les a renvoyés, il a suspendu le contrat avec ces gens. Ils sont partis, les Kenyans sont partis. Mais c'est ce que l'opposition réclamait depuis tous ces temps. Alors il ne faut pas changer le débat, tourner le débat pour dire que tel ne condamne pas Kagame. Vos accointances. On s'attend à ce que Félix Tshisekedi puisse désigner le Kenya et William Ruto comme pays agresseur de la République démocratique. Il y a des gens qui nous suivent. Léonard Kanda, Libreville, il dit que cette Kikuni nous dise exactement c'est quoi les projets de société de Katumbi. Je l'ai dit, je crois. Le plus grand défi pour nous, c'est la construction des infrastructures des bases. Le plus grand défi pour nous, le deuxième plus grand défi pour nous, c'est la production locale. Nous voulons redynamiser notre économie à travers l'installation des industries qui vont commencer à produire localement. L'autre défi, c'est la création des emplois. Parce que nous ne pouvons pas imaginer le développement sans infrastructure des bases. Aujourd'hui, il n'est pas question de trouver une formule mathématique pour envoyer un vaisseau spatial vers Jupiter ou vers Mars. Non. Nous sommes un pays qui vit encore au XVIIIe siècle. Le plus grand défi, c'est la modernisation de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous allons commencer. Et il y a Marcel Konga qui est à Paris, qui dit Katumbi ne doit pas confondre la gestion d'une équipe de football à la gestion d'un pays. Et il ne pense pas qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Katumbi est compétent, il a été gouverneur, vous êtes témoin de ses exploits. J'ai suivi plusieurs de vos interviews avec Katumbi. Vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé le Grand Katanga. Le Grand Katanga était quand même la province la plus riche, la plus démocratique du Congo. Le Grand Katanga contribue à plus de 80% à notre budget national. Il a été gouverneur de cette province-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Katumbi et on parle du Grand Katanga, sous sa direction, il n'y a pratiquement pas de scandale. Les gens disent des choses. Il y a eu des audits qui ont été faits. Il a tout acheté au Katanga, il vendait tout au détriment des... Moi, j'étais au Katanga, j'étais à Kalemi, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Moba, j'étais à Kamina. J'ai parlé avec la population. La population vous montre des routes. Ils vous disent que cette route-là, c'est Katumbi qui l'a construite. Pas Tshisekedi. Pas Tshisekedi. Et après le départ de Katumbi, les gouvernements successifs n'ont même pas ajouté 1 kilomètre de route. Ça, c'est la population qui s'exprime. Katumbi n'était pas là. Mais vous savez ce que les DPS disent? Moi, j'ai reçu beaucoup de gens des DPS ici. Je dois ajouter ceci. Oui. Katumbi est un chef d'entreprise. Oui, mais le Congo, c'est pas un entreprise. Oui, mais il n'existe pas d'école qui forme des premiers ministres ou des présidents de la République. La politique réunit les meilleurs de la société. Lorsque vous excellez dans le domaine privé, vous êtes qualifié d'entrer dans la scène politique pour donner le meilleur de vous-même. Nous parlons ici du meilleur chef d'entreprise que nous avons en République démocratique du Congo. Katumbi. Nous parlons de quelqu'un qui a l'expérience de gestion politique parce qu'il a géré la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Nous parlons de quelqu'un qui est très impliqué dans le social. Nous étions à Bouta, on nous a présenté... À Bouta. Il a fait quoi à Bouta? On nous a présenté des étudiantes qui ont fini la médecine, 6 ans. Cela veut dire Katumbi a commencé à payer leurs études avant même qu'ils ne puissent être candidats président de la République. Donc voilà. Dites-moi, Parfait Lumbi qui est à Marseille, en France, il dit... Monsieur Kikuni parle, mais lui,
Sesanga, Franck Diongo, quel poids politique? Il pèse combien? Mais je l'ai dit au début, le poids politique, ça se constate dans les urnes. La popularité, je répète, ce n'est pas une donnée constante, c'est une variable évolutive, ça change. Cela veut dire que nous sommes ralliés à Moïse Katumbi, qui est quand même un vrai poids lourd. Les autres candidats que vous voyez là, ils sont connus. Moi, j'étais avec Matata Ponyo. Matata Ponyo est très connu dans tous les coins de la République. On connaît Matata Ponyo, bien sûr. En ce moment, il est quoi? Au nord Kivu, voilà. Maniema, sud Kivu. Voilà. Mettez-moi un peu du Matata. Nous avons fait presque la moitié. Attendez qu'on le suive un tout petit peu. Matata Ponyo, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Le 20 décembre, le 20 ya hii mwezi kinakuya hii, mvula ikanyesha ikunyesha kwenda kuvotea, haiko vile. Nyimbo teruko na makarte de lecteur. Kisha kwenye mikono hivi tuone. Voilà. Iko kandida numero 2, haiko vile. Wanaita ukiswahili numero 3, haiko vile. Huyo ndio mtu mwenyewe anaweza kuleta maendeleo ya Nord Kivu. Hii jimbo yetu ya Nord Kivu iko jimbo yenye iko riche sana. Iko jimbo yenyewe haiwezi kuwa na mashida lolote. Iko jimbo inapasha kuwa avec la sécurité totale. Na mtu mwenye tunapenda aendeleshe jimbo yetu. Dites-moi, quand on dit Dio, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, et puis vous êtes derrière avec les Franck Diongo, etc., etc., vous aurez l'argent où? Parce que le Congo a besoin d'argent. Vous aurez l'argent. Bon, déjà... Déjà, c'est 16 milliards. Il dit qu'il va même augmenter plus que ça. Vous avez l'argent. Félix Tshisekedi n'a jamais atteint 16 milliards. Cette année, il n'a réalisé que 8 milliards. Ils ont parlé de... Mais oui. Il vient de promulguer la loi de finances. Félix Tshisekedi, en 2023... Il a promulgué aujourd'hui la loi de finances. Il n'y a jamais eu de 16 milliards. C'est du cosmétique, c'est du mensonge. Il n'y a jamais eu de 16 milliards. C'est faux. C'est faux. Malheureusement, ils continuent à mentir à la population. Il n'y a pas 16 milliards. Ils n'ont jamais réalisé des recettes de 16 milliards de dollars. Ils dépensent plus, mais ils ne réalisent pas 16 milliards. Ils ont d'ailleurs émis pendant toute cette année des bons de trésor qu'ils ont... Enfin, bonne initiative. Oui, mais le marché interne n'a pas prêté au gouvernement de l'argent. Ils ont réalisé 40% lorsqu'ils ont émis le premier bon de trésor et ils ont réalisé 45% lorsqu'ils l'ont fait pour la deuxième fois. Ils n'ont jamais atteint 8 milliards de dollars. Bon. Tshisekedi a fait semblant de combattre la corruption. Oui. Voilà le IGF. problème. Parce que IGF. Je dis il a fait semblant de combattre la corruption. Parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées pour corruption, ils ont été libérés par la suite. Et aujourd'hui, ils sont dans l'union sacrée et ils soutiennent publiquement Félix Tshisekedi. Mais si la justice se prononce, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse lui, Tshisekedi? Ce n'est pas la justice qui s'est prononcée, c'est Félix Tshisekedi qui a gracié toutes ces personnes-là. Ben non, il n'a pas gracié Caméré, hein? Non, mais écoutez, je ne suis pas là pour parler des individus, mais on sait voir clairement que c'est Félix Tshisekedi qui est derrière tout ça. Prenez le cas de Salomon Kalonda. Écoutez, Oui, Salomon, c'est la justice qui est en cours. Oui, mais avec quelle preuve? Salomon est en prison, mais est-ce que jusque-là, ils ont été en mesure de démontrer que Salomon Kalonda est en connivence ou encore en contact avec, je ne sais pas moi, quel groupe? Il n'y a pas de preuve contre Salomon Kalonda, c'est simplement de l'acharnement. Et ça fait mal parce que moi, je connais Salomon. J'ai vu Salomon en action pour soutenir Félix Tshisekedi pendant qu'il était encore opposant. Bien sûr. Salomon, c'est le politicien le plus actif qui parlait avec presque tous les opposants. Vous savez, à Genval, l'opposition était très essoufflée. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi est détesté par les gens du FCC, c'est parce qu'ils se disent que si Moïse Katumbi n'avait pas rejoint l'opposition, cette opposition allait disparaître. Moïse Katumbi a pesé tout son poids. Avec son Il a investi dans cette opposition-là pour que cette opposition-là puisse se battre
et faire partir Joseph Kabila. Mais qui était la tête de cette opposition-là? C'était d'abord Étienne Tshisekedi, ensuite Félix Tshisekedi. Mais il ne peut dire non. Et Salomon Kalonda a joué un très grand rôle dans cette affaire-là. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Salomon Kalonda est en prison. Mais vous voulez que Tshisekedi c'est fasse simplement, quoi? non, mais c'est simplement de l'acharnement, c'est simplement la mauvaise foi. Salomon Kalonda devrait être libéré à l'immédiat parce que ça, c'est une honte pour cet État. Mais c'est clair que Félix Tshisekedi manipule la justice. Nous l'avons vu à Beni Butembo. Pendant qu'il faisait son discours, la population a parlé d'un musicien qui est arrêté. Il s'appelle Indekat, j'ai oublié le nom. Parce qu'avec Moïse Katumbi, on était aussi partis visiter sa famille. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit à cette population? Il a dit, je n'étais pas au courant qu'il était arrêté, mais je vais voir comment est-ce que je vais le faire libérer. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui parle. Il a dit ça. Il y a les images. Il a dit ça en plein meeting. Est-ce qu'on l'a libéré? Il a dit qu'il va le faire libérer. Ne lui prêtez pas les intentions. C'est la même personne qui dit qu'il ne s'immisce pas dans la justice. Oui. Je pense que Salomon Kalonda, qui n'est pas d'ailleurs le seul prisonnier politique, nous avons Mike Mukebai, nous avons Stanis Boujakera, qui est un professionnel des médias. Oui, toutes ces personnes que nous soutenons, particulièrement doivent être tout simplement libérées parce que c'est de l'acharnement. Il n'y a rien contre eux et Félix Tshisekedi veut tout simplement... En fait, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons reconduire quelqu'un qui prend plaisir à faire souffrir les autres, sans preuve. Dites-moi, moi j'ai reçu ici Jean-Claude Chloumbaye, qui est le porte-parole d'ailleurs de Félix Tshisekedi candidat, qui dit que ces gens-là, c'est vous, de l'opposition, ils se victimisent à longueur de journée. Vous êtes allé à Mwanda, alors que, bon, il y a des vidéos qui circulent maintenant, votre garde du corps a agressé les policiers, ensuite il y a eu échauffourée, on nous a agressés. Au lieu d'aller à Kananga, vous n'êtes pas allé à Kananga. Au lieu d'aller à Mboujima, vous n'êtes pas allé à Mboujima. Au lieu d'aller à Chikaba, vous n'êtes pas allé là-bas. On nous empêche d'y aller. Finalement, si jamais il y a élection et que Tshisekedi gagne, vous allez contester. Est-ce que vous êtes préparé à contester? Quelqu'un est mort à Kindu, un père de famille, ce n'était pas un voyou, ce n'était pas un bandit, c'était un avocat, un cadre d'ensemble pour la République. À Kindu, oui. Il a été tué parce que lorsque nous étions à Kindu, en direction vers le lieu du meeting, lorsque nous sommes arrivés devant la parcelle du gouverneur, il y a eu jet de pierres et des tirs à balles réelles. Quelqu'un est mort. Il a été enterré. Est-ce qu'on a simulé cela? Est-ce qu'Ensemble pour la République a tué le président de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Kindu? Je pense qu'il faut qu'on soit responsable. Un cadre de l'Union sacrée ne peut pas passer à la télé pour pondre de telles inepties. C'est un manque de respect à la famille du disparu, parce que quelqu'un est mort. Nous avons suivi tous ici comment est-ce qu'un gouverneur en fonction, qui n'a d'ailleurs pas été sanctionné, dire publiquement que le Kasaï appartient à Félix Tshisekedi. Portez plainte. Le même discours tribal. Portez plainte. Le même discours tribal. Exploité par le gouverneur. Quelqu'un a violé, il faut que les gens portent plainte. Vous ne portez pas plainte, vous plaignez. Non, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Mais le président de la République aussi se comporte comme un chef de tribu. Comment ça? Comment voulez-vous qu'on tous les jours à l'apaisement? Tous les jours. Non, mais quand il parle des candidats de l'étranger, quand il part au Katanga, il aborde ces questions-là identitaires n'importe comment. Un président de la République ne fait pas ça. Un président de la République ne peut pas parler comme ça. C'est pourquoi j'ai dit au début de cette émission, nous avons l'impression d'avoir en face de nous un enfant qui joue avec des grenades. Ça se fait exploser à n'importe quel moment. Parce que les villageois, les gens qui vivent dans les zones rurales, pour eux, le patriotisme, l'amour de la patrie pour eux, c'est l'espace qu'ils occupent. C'est leur coin, oui. C'est leur coin. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une manifestation spontanée à Tchéla contre ce qui se passe à Rutshuru. Parce que quelqu'un qui est à Tchéla, pour lui, la patrie, c'est Tchéla. Ce n'est pas toute la République. C'est la République, c'est l'État qui vient rappeler à cette personne-là que les gens qui vivent à Rutshuru et à Massissi ne sont pas différents des Congolais qui vivent à Tchéla. Alors, lorsque vous allez dans un endroit pareil et vous parlez des candidats de l'étranger, qu'est-ce que vous créez comme sentiment? Je veux vous expliquer quelque chose très rapidement.
Il existe deux formes d'identité. Il existe ce qu'on appelle l'identité objective et il existe ce qu'on appelle l'identité subjective. L'identité objective, c'est l'identité que nous héritons de nos parents. On ne choisit pas ça. Si votre papa était Kassaïen, à votre naissance, vous serez identifié comme Kassaïen. Mais vous pouvez être Kassaïen par votre père, mais vous êtes né dans le Haut-Katanga. Vous grandissez dans le Haut-Katanga. À l'âge de 18 ans, vous pouvez vous sentir vous-même plus Katangé que Kassaïen. Ça, c'est votre identité subjective. Alors, il faut faire très attention lorsque vous abordez cette question des identités. Parce que ce qui se passe dans le Katanga aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des Kassaïens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui se sentent Katangais. Mais il y a des Katangos aujourd'hui qui pensent que ces gens-là ne peuvent pas prétendre être Katangais. Mais qui était à la base? Mais justement, de tels discours, surtout lorsque c'est exploité par des politiques, par des responsables. Et Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, pendant toute cette campagne, ils n'ont fait que aborder les questions identitaires. Vous? Je n'ai rien de personnel contre Jean-Pierre Bemba. Il a fait une sortie médiatique ratée. Il a traité... De parler du passeport qui existe? Non, mais déjà, Jean-Pierre Bemba a qualifié notre candidat, le numéro 3, d'étranger. Oui. Détenteur d'un passeport zambien. Il a des preuves? Non, mais quelles preuves? Il a un passeport? Tout d'abord, Jean-Pierre Bemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous parlons de quelqu'un qui a été chef rebelle, seigneur de guerre dans ce pays. C'est un passage de sa vie. Qui a été à la tête des troupes ougandaises qui se sont affrontées en République démocratique du Congo contre les troupes rwandaises. À cette époque-là, Jean-Pierre Bemba était détenteur d'un passeport ougandais. Nous parlons de quelqu'un qui a été emprisonné pendant 10 ans à la CPI. Il nous semble qu'il n'a pas appris sa leçon. Si nous étions dans un état sérieux, dans un état normal, Jean-Pierre Bemba serait poursuivi ici et arrêté. Pourquoi? Mais parce qu'il a été blanchi à la CPI. Non, comment blanchi? Comment blanchi? Partez à Kisangani aujourd'hui. Il y a des familles qui ont perdu les leurs à cause de Jean-Pierre Bemba. Ici à Kinshasa, après les élections de 2006, lorsque Kabila s'est affronté avec Bemba, il y a eu de morts. Hugo Tanzambi est mort à cause de cela. Oh, est-ce que Jean-Pierre Bemba... Vous revenez sur les événements. Non, mais écoutez... Vous revenez sur les événements. Écoutez, vous avez peur de l'union sacrée. Vous avez peur de l'union sacrée. Si Jean-Pierre Bemba continue, oui, il va finir à la CPI. Parce que l'incitation à la haine, à la division, ça a comme conséquence des conflits réels. Mais rappelez, pour le passeport, c'est l'incitation à la haine. Il rappelle seulement. Il dit qu'il nous prouve, qu'il nous parle. Où est l'incitation là-dedans? Le ministre, ou encore le vice-premier ministre en charge de la Défense, oui, ne peut pas s'exprimer de la sorte. D'abord, c'est exposer le pays. Vous parlez d'un candidat président de la République. Un candidat président de la République qui, sur le plan légal, a été accepté par la Cour constitutionnelle dont les décisions sont inattaquables. Mais vous, en votre fonction de vice-premier ministre en charge de la Défense... Mais là, on fait campagne électorale. Hein? Non. On est en campagne, là. Il reste vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas qualifier un candidat président de la République d'étranger. C'est grave. Terminons l'émission avec une question de confiance aujourd'hui. La CENI persiste, dit qu'il va y avoir élection mercredi prochain. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Et vous avez confiance au résultat qui sera proclamé par la CENI? Nous n'avons pas confiance en la CENI. C'est pourquoi vous y allez? Non, mais le plus grand ennemi du procès électoral, c'est la méfiance. La CENI ne nous rassure pas. Déjà, vous l'avez dit, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, quelqu'un peut aller voter sans carte d'électeur. Ça, c'est le communiqué. Mais ils ont dit qu'ils vont valider sur place. Il n'y a pas eu audit du fichier électoral. Les listes électorales n'ont pas été affichées comme le prévoient les lois de la République. Aujourd'hui, nous avons encore un problème avec l'accréditation des témoins. Mais nous, en tant que groupe, nous sommes des démocrates. Nous voulons aller jusqu'au bout parce que nous sommes convaincus que
la démocratie reste la seule option pour prendre le pouvoir dans un pays. Mais quand Katumbi dit sur RFI que il dit aux gens il faut rester dans le bureau de vote, qu'on affiche les résultats par bureau de vote, par bureau de vote, on ne va pas me violer ma victoire, etc. Vous parlez comme Fayoul, là? Nous ne parlons pas comme Fayoulou, nous appelons seulement la population à plus de vigilance. Parce que nous n'allons pas jouer au même jeu deux fois. En 2018, nous avons été surpris. Et en 2023, ça ne se répétera pas. Vous avez fait quoi? Notre directeur de campagne, Moïse Katumbi, le dit partout, c'est la population. Nous appelons cette population-là à la vigilance. C'est pourquoi on chante partout, Tokokendete, Tokulalawa. Nous demandons à cette population de s'approprier ces voix, de compter, de prendre le PV et d'envoyer à nos centres des compilations. Mais c'est la CENI seule qui a autorité pour publier. Mais cette CENI-là, ce bureau-là de la CENI, n'a pas été constitué selon nos lois. La Cour constitutionnelle elle-même a été constituée, instituée en violation de la Constitution. Même Joseph Kabila l'a dit lors de sa dernière sortie. Alors, nous ne pouvons pas faire confiance en cette CENI-là, mais la démocratie reste la seule option. Le problème est que Félix Tshisekedi pensait que 5 ans, c'est 100 ans. Même Kadima pensait que le 20 décembre n'allait pas arriver. Mais le 20 décembre, c'est le mercredi. Mais ils étaient les seuls à croire au 20 décembre. Et le peuple... Non, mais nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Tu sais qu'il a toujours dit, il y aura, on va y aller, il y aura, on va y aller. Mais ils ne nous ont pas rassurés. Il y a 3 jours, ils nous ont dit clairement, ils nous ont humiliés à la face du monde lorsqu'ils ont dit que nous n'avions pas d'avion. Non, logique. Imaginez, écoutez. Et puis vous avez provoqué, vous allez donner des avions, enfin. Écoutez. Oui. Nous sommes un pays avec 9 voisins. Nous avons des pays qui ne nous aiment pas parmi nos voisins. Le Rwanda nous attaque à tout moment et d'autres pays. Vous allez dire à un autre voisin, l'Angola, que nous n'avons pas d'hélicoptère. Vous exposez le pays. Mais c'est grave tout ça. Bon, écoutez. Nous sommes dirigés par des enfants. Ces gens doivent partir. Soyez calme, soyez gentils. Soyez gentils. Vous allez aller en campagne encore? Il reste 2 jours. Nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons fait jusque-là, malgré certains empêchements. Nous avions prévu... Vous avez vu Franck Dion s'est victimisé encore aujourd'hui? Il ne s'est pas victimisé, il a été réellement attaqué. Nous avions prévu d'avoir 8 avions pour cette campagne. En ce moment, nous n'en avons que 2. Et ces 2 avions-là sont entrés sous une autre identité. Les 5 avions prévus pour la campagne sont encore bloqués en Afrique du Sud. Le gouvernement n'a pas autorisé l'entrée de ces avions-là. Cela veut dire que si on n'avait même pas ces 2 avions-là, on n'allait pas battre campagne. Et c'est le gouvernement. Mettez-vous debout. L'émission est terminée. Je vais vous poser une dernière question. Qui vous donne l'argent? On voit avec des avions partout, tout ça. Qui vous donne l'argent? Nous sommes les meilleurs de la société. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes les amoureux de ces pays. Nous sommes des gens qui produisent des résultats dans le secteur privé. Si nous prenons le pouvoir, nous n'allons pas toucher à l'argent des citoyens, des orphelins congolais. Nous allons travailler seulement pour le bien-être, pour l'amélioration des conditions matérielles des Congolais. Et Katumbi n'aura pas de salaire? Déjà, ça devra... Katumbi n'aura pas de salaire? Il l'a déjà dit, il a promis qu'il n'aura pas de salaire. Et c'est aussi n'aura pas de salaire? Pas de homme d'affaires? Je gagne déjà bien ma vie. Nous allons seulement travailler pour la République. Bon, bonne campagne. Juste après, il y aura la ministre en charge de Mines qui va s'exprimer d'ailleurs ici avec une production irrémarquable de Paulé Mukendi. Et puis j'attends, Union Sacrée encore une fois, ou plutôt les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi. Comme on parle maintenant de duo Katumbi, Matata, duo d'enfer. Allez, à plus tard.